Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h et en fin d'après-midi, la grande édition pendant 1 heure à partir de 17h. Au sommaire de cette édition ce soir, un rebond des marchés actions européens notamment qui se confirme en ce début de semaine. Rebond qui a été initié mercredi dernier avec une séance de hausse spectaculaire. Rebond chaotique avec un niveau de volatilité qui reste important, mais on voit effectivement les actions européennes qui reprennent autour de 2% en ce début de semaine et un CAC 40 qui vient se stabiliser autour du niveau des 6400 points. Dans le même temps, en parallèle de la hausse des actions, on a à nouveau une correction obligataire qui repart de plus belle et des rendements obligataires qui remontent assez nettement, de 10 points de base environ pour le 10 ans américain, qui s'établit désormais à 2,10% au plus haut depuis l'été 2019. Bien sûr, le mouvement est suivi par les marchés obligataires européens avec un 10 ans allemand, là aussi, qui s'établit entre 0,35 et 0,40% désormais en positif, bien sûr. Voilà pour le cocktail de marché du jour. Vous aurez les infos clés spécifiques de cette séance dans un instant avec Alix Nguyen. Et puis cette semaine sera marquée par de nombreuses réunions de banques centrales, à commencer par la Réserve fédérale américaine, réunion de 2 jours qui commencera demain pour la Fed et une première hausse de taux qui sera délivrée mercredi soir, sans doute de 25 points de base. La question est de savoir quel sera le message et les éléments de guidance que Jérôme Powell pourra apporter aux investisseurs dans cette phase de normalisation de la politique monétaire américaine. On suivra également d'autres banques centrales, la Banque d'Angleterre qui se réunira également, la Banque du Japon en fin de semaine, et puis peut-être une intervention à surveiller du côté de la Banque centrale chinoise avec une économie chinoise qui reste sous contrainte sanitaire. On l'a vu avec de nouveaux lockdowns décrétés ce week-end, notamment dans la ville de Shenzhen, pour près d'une vingtaine de millions de personnes concernées. La Banque centrale chinoise pourrait intervenir, si ce n'est cette semaine, peut-être dans un futur proche, pour assouplir à nouveau sa politique monétaire. Voilà pour les sujets de marché avec nos invités dans un instant, au 19e jour de la guerre militaire sur le terrain en Ukraine. Et puis dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse, nous ferons un point sur la consolidation de l'industrie des ETF après la finalisation en début d'année du rapprochement entre Amundi et Lyxor, et c'est le responsable des ETF, de la gestion indicielle et du Smart Beta d'Amundi, Arnaud Linas, qui sera avec nous en plateau à partir de 17h45. Les éléments clés sur les marchés aujourd'hui, la tendance du jour est marquée par une hausse des actions et une remontée des rendements obligataires. Les infos clés, c'est avec Alix Nguyen. Toujours du vert à Paris, la reprise des discussions entre la Russie et l'Ukraine semble tenir les indices hors du rouge. Et puis, il est un autre facteur de soutien. Aujourd'hui, il s'agit du recul des cours du pétrole, recul qui profite aux actions. Mais la prudence n'en demeure pas moins le maître mot, notamment après l'annonce du porte-parole du Kremlin, Dmitry Peskov, annonce selon laquelle Moscou entend bien mener ses opérations jusqu'à leur terme. Ce dernier ayant pris le soin d'affirmer que la Russie dispose des ressources nécessaires pour atteindre ses objectifs, sans compter que sur le terrain, les troupes russes ont poursuivi leur avancée ce week-end. L'étau autour de Kiev se resserre. Les effets des sanctions occidentales à l'encontre de la Russie se font d'ores et déjà sentir. Un défaut du pays sur sa dette est redouté, alors que Moscou doit s'atteler cette semaine au versement de coupons obligataires. On relève aussi que la Russie a menacé de rembourser en roubles, le rouble dont la valeur a diminué de plus de moitié depuis le début de la guerre. Dans le même temps, 2 hauts responsables américains et chinois se rencontrent aujourd'hui à Rome. La Maison-Blanche s'inquiète d'une éventuelle assistance de Pékin à Moscou, une information démentie par la Russie. Les marchés obligataires sont sous pression en Europe comme aux États-Unis, traduction de l'anticipation d'un durcissement des politiques monétaires des banques centrales. Celles des États-Unis, du Royaume-Uni et du Japon se réuniront dans les prochains jours, à commencer par la Fed qui statuera sur ses taux d'intérêt mercredi. Sur le plan des valeurs à suivre à New York, Apple recule suite à l'arrêt de la production de son fournisseur Foxconn à Shenzhen, elle-même entraînée par le confinement de la ville par les autorités chinoises. À Paris, les valeurs exposées à la Russie sont à nouveau les favorites, dont les financières et les automobiles. BNP Paribas, Crédit Agricole et Société Générale sont en hausse. Idem pour l'assureur Crédit Coface, dont le titre bondit. Du vert aussi pour Stellantis et Valeo. Et puis à contrario, EDF recule. L'électricité
électricien abaisse à nouveau fortement ses prévisions financières du fait de problèmes de corrosion de son parc nucléaire, mais aussi en raison du volume d'électricité que l'État le force à vendre à bas prix. Tendance, mon ami, c'est chaque jour à 12h30 et 17h avec Alix Nguyen dans Smart Bourse sur Bismart. Chaque soir, 3 invités en plateau avec nous pour décrypter les mouvements de la planète marché. Vincent Juvin, c'est avec nous ce soir, stratégiste chez JP Morgan Asset Management. Bonsoir Vincent. Bonsoir. Merci d'être là. Merci à Pierre Bismuth d'être avec nous également ce soir. Bonsoir Pierre. Bonsoir Grégoire. Vous êtes directeur général et directeur des gestions de Myria Asset Management. Et Christophe Barrault est avec nous également ce soir. Bonsoir Christophe. Bonsoir. Ravi de vous retrouver. Vous êtes chef économiste et stratégiste de Market Securities. Un mot peut-être du cadre macro qui a beaucoup évolué ces derniers jours, ces dernières semaines, dans la perspective de l'année 2022 et au-delà. Christophe, je rappelle pour ceux qui ne vous suivent pas forcément autant qu'ils le devraient, c'était un des grands risques que vous aviez identifié pour 2022 avant même la crise russe, bien avant la crise russe. On en parlait déjà en fin d'année avec vous. Le risque qu'on ait une année de déception en série sur les niveaux de croissance qu'on attendait en début d'année pour l'année 2022. Donc cette fois, on y est avec des crises qui ne se succèdent plus mais qui s'accumulent, qui s'additionnent. Est-ce qu'on arrive à capter, mesurer aujourd'hui l'ampleur du choc négatif qu'on attend sur la croissance et à l'inverse du choc inflationniste qui va être généré notamment par le choc d'offres sur les matières premières généré par la crise russe? Alors, il y a une vraie difficulté sur la quantification exacte parce qu'il y a tout un tas d'inconnus, que ce soit la durée du conflit, que ce soit les sanctions, les contre-sanctions, que ce soit le Covid aussi, qu'on a eu tendance à oublier, mais qui est très présent en Asie, qui revient petit à petit aussi en Europe. Il y a aussi tout un tas d'incertitudes sur ce qu'il pourrait y avoir sur d'éventuelles crises alimentaires cet été, sachant que les stocks sont extraordinairement bas. Ce qu'il en ressort d'un point de vue global, c'est que vraisemblablement les prévisions, le consensus pour on va dire, l'ensemble de la planète reste très élevé aujourd'hui, à mon sens. Nous, on serait plutôt à viser une croissance mondiale inférieure à 3%, donc 5,9 l'année dernière, donc ça donne un petit ordre d'ampleur. L'idée, c'est qu'il y avait déjà ce ralentissement avant même ce choc sur l'Ukraine, donc qui est quand même important et qui est aussi difficile dans la mesure où il va impacter beaucoup pour les entreprises tout ce qui va être le caractère logistique. Plus il y a des problématiques donc forcément de comment on livre, comment on reçoit, mais dans quel délai. On peut imaginer que les délais vont être retardés. Ça, c'est un paramètre, à mon avis, assez évident aujourd'hui. Maintenant, il y a la logique aussi du Covid en Chine, qui est peut-être un peu plus présent que ce qu'on aurait cru, et donc qui va forcément peser sur l'activité, au moment même où on sent bien que l'immobilier résidentiel est en train de craquer, mais là, très sérieusement. Donc tout ça combiné nous renforce dans l'idée qu'on aura une croissance inférieure au consensus actuel et vraisemblablement sous le seuil des 3%. Et après, il y a un faisceau d'indications où ça implique d'avoir une inflation plus élevée au deuxième trimestre. Donc ça, c'est manifeste via les prix de l'énergie, via les prix alimentaires. Plus élevé par rapport à ce qui est attendu aujourd'hui. Par rapport à ce qui est attendu aujourd'hui. Donc tout le monde anticipe déjà une flambée, mais à mon avis, elle sera plus importante que prévu. Et après, il y a eu aussi le caractère de la durée de l'inflation sur des niveaux élevés. Donc le pic, il va peut-être être décalé dans le temps d'un trimestre, mais la durée et la vitesse à laquelle on va converger vers le seuil des 2%, à mon avis, ce sera encore plus long que ce qu'on pouvait le croire, parce que vous avez cette boucle prix-salaire qui existe dans certaines régions du monde, donc États-Unis, Royaume-Uni, Canada, qui va s'accentuer par ce phénomène de choc de prix, donc prix de l'énergie, prix de l'alimentation et les loyers qui continuent de progresser, pour, on va dire, les 2 premiers déciles de la population, donc les personnes qui ont les revenus les plus faibles, qui vont être face à ça et qui vont demander forcément des hausses de salaire. Donc ça nous donne un cocktail un petit peu, choc négatif sur la croissance confirmée et peut-être amplifié, choc positif sur l'inflation à court terme. Donc, voir maintenant, est-ce que ça perdure jusqu'à quelle période, 2023, 2024, etc. À quel moment est-ce qu'on peut entamer la conversation sur un risque de récession
Alors, je ne parle pas pour des petits pays. Enfin, certains vont connaître forcément des récessions en 2022, mais je parle pour des zones économiques majeures. Je mets la Russie en dehors, qui va connaître une dépression massive, évidemment, mais pour les États-Unis, pour l'Europe, dans les signaux envoyés par le marché, ce risque-là existe visiblement aujourd'hui. Je voyais que pour l'économie américaine, Goldman Sachs mettait une probabilité de 35%. Alors vous me direz, bon, c'est le jeu des probabilités, c'est pas nul. À 12-18 mois, est-ce que c'est une conversation, l'idée d'une récession, d'un risque de récession, est-ce que c'est une conversation qui est acceptable aujourd'hui, Christophe? Complètement. De toute façon, une récession, ça n'est que 2 trimestres négatifs consécutifs. Si on prend par exemple le cas des États-Unis aujourd'hui, si on prend un proxy standard, nos cash GDP de la Fed d'Atlanta, elle nous dit on est aux alentours de 0. Donc si on a un mauvais chiffre sur les stocks en mars, donc on peut déjà être négatif au T1. Ensuite, il y a une vraie question de ce qui peut se passer au T2 et on voit qu'on a un choc extrêmement important sur l'inflation aux États-Unis. Donc il y a un risque pour les dépenses réelles. Si on prend des chiffres comme confiance des consommateurs des ménages, donc, qui a été publié vendredi dernier, c'est un niveau qui correspond à chaque fois à une phase de récession, sauf en 2011. Si on prend la pontification de la courbe des taux comme un proxy statistique, la probabilité, c'est plus 40-45%. Donc il y a la conversation est clairement d'actualité pour le PIB réel. On parle bien du PIB réel. On peut avoir des PIB réels négatifs là au cours des prochains trimestres. En nominal, évidemment, ça restera toujours très très positif parce que l'effet inflation va être majeur, mais le PIB réel pourrait à un moment. Aux États-Unis, ça pourrait être le cas. En Allemagne, la Bundesbank avait déjà dit avant le choc sur l'Ukraine que c'était déjà le cas. Bien sûr. Q4, Q1 étaient déjà des trimestres, enfin Q4 est déjà négatif et Q1 sera déjà négatif avant même le choc de la crise russe. Donc là, la question elle est plus de jusqu'où ça va s'étendre. On peut imaginer qu'au Q2, ça pourrait être négatif, sachant le choc sur l'énergie d'une part, mais aussi donc, le côté logistique, parce que l'Allemagne est un pays exportateur, plus le côté client avec la Chine qui est sous pression. Donc il y a un cocktail où on peut se dire, voilà, ça va... Le chiffre européen va dépendre vraiment de ce qui va se passer en Allemagne. Et l'Allemagne, de par sa contribution, pose cette question-là. Après, il y a d'autres pays qui résistent beaucoup mieux. Par exemple, la France, qui avait déjà mis en place tout un tas de boucliers et qui va en remettre au deuxième trimestre, qui avait beaucoup mieux résisté que les autres pays face aux mesures de restriction sanitaire. Donc il va y avoir, à mon avis, pas mal de disparités au sein de la zone euro. Mais la question se pose, puisque si l'Allemagne est entraînée ou si l'Allemagne ne réagit pas via des mesures budgétaires assez fortes au T2, en agrégé, on serait potentiellement proche de ça. Donc il y a au moins une incertitude et un vrai questionnement là-dessus. Bon, commentaires, réactions, messieurs. Pierre, alors sur le cadrage macro présenté par Christophe Barrot, qu'est-ce qui vous intéresse? Et puis, quand vous regardez les marchés globaux dans leur ensemble, à quoi le marché s'est préparé? Alors sur le cadrage macro, on est assez raccord avec ce qu'a dit Christophe. On est peut-être un peu moins pessimiste que lui, mais c'est vrai que dans notre scénario de marché, d'allocation, on a déjà raccourci l'horizon de temps. Avant, on était plutôt sur 6-12 mois, voire plus long terme. Là, on est plutôt qu'à 3 mois, compte tenu de ce qui se passe sur les marchés. Et c'est vrai qu'on a mis une probabilité de stagflation à 30%, compte tenu de tout ce qui vient d'être dit par Christophe, et notamment cette crise russo-ukrainienne. Donc c'est vrai qu'on est assez vigilant sur ce scénario-là, mais la difficulté, en tout cas en gestion, c'est qu'un scénario de stagflation, c'est mauvais pour tous les actifs, sauf indexé à l'inflation. Oui, les break-even d'inflation, voilà. Oui, d'accord. Sauf des produits qui jouent l'inflation. Voilà, mais autrement, c'est mauvais pour les actions, c'est mauvais pour les obligations. Donc c'est vrai qu'on n'a pas vraiment de havre de paix dans ces conditions-là. C'est pas notre scénario central. On est toujours sur un scénario un peu constructif, même si le choc sur la croissance, on s'attend à ce que le marché soit sur un choc de 1% du PIB au global. Donc un peu moins pessimiste que Christophe, mais plus du tout sur les niveaux qu'on avait anticipés même début février. Oui, bien sûr. Donc en tant que gérant d'actifs, c'est vrai qu'on a des difficultés à naviguer dans cet environnement, puisqu'on voit bien que les courbes de taux sont tiraillées entre plusieurs feux, donc une remontée prévisible des taux de la Fed, un changement de discours peut-être un peu
un peu surprenant de la BCE, hein, qui a dit qu'ils allaient finalement continuer sur leur lancée et ne pas prendre en considération ces impacts du fait de la crise russo-ukrainienne. Donc on a un resserrement monétaire. Resserrement monétaire, appelons ça, faisons simple. Resserrement monétaire. Oui, une neutralisation de la politique monétaire. Voilà, avec retrait de la liquidité plus ou moins rapide. Avec une inflation certes qui est très élevée, mais s'il y a un choc sur la croissance, on ne va pas bien. Pourquoi accélérer le rythme pour finalement restreindre l'offre, puisque la demande est assez contrainte par ces taux d'inflation. Donc c'est vrai que l'environnement, le cocktail macro et le cocktail des banquiers centraux n'est pas forcément idéal dans ce contexte. Le discours, on va parler de la Fed dans un instant, mais le discours de la BCE la semaine dernière enlève à court terme tout espoir d'une BCE qui prendrait son temps ou qui serait plus attentif aux incertitudes et à la croissance qu'à l'inflation. Pourquoi est-ce que nous serions la seule banque centrale qui ne réagirait pas à l'inflation ? C'est comme ça que l'a dit Christine Lagarde la semaine dernière. Et d'autant plus la BCE qui n'a qu'un seul mandat. Puisque le seul mandat de la BCE, c'est le contrôle de l'inflation. Donc, on va dire qu'on a beaucoup moins de soutien monétaire. Et là, je pense que ce qu'a dit la BCE, c'est que, au niveau budgétaire, il faudra faire, c'est un peu le retour du quoi qu'il en coûte, en tout cas, des choses qui permettent finalement de traverser la crise. Oui, le quoi qu'il en coûte a changé de main. Il est dans la main. Ouais. Et donc, juste pour finir là-dessus, Pierre, en tant qu'investisseur, c'est une situation très différente de ce qu'on a connu en mars 2020 avec la crise pandémique. C'est-à-dire qu'on fait le parallèle parce que ce sont deux chocs exogènes, etc. Mais au final, on n'est pas frappé de la même manière par la crise russe. Les outils à disposition sont plus les mêmes que ceux qu'on avait en mars 2020, etc., etc. Ouais. Alors en fait, en mars 2020, il y avait quand même quelque chose qui était assez simple, on va dire. C'est que on avait un assèchement de la liquidité sur les obligations. Et donc, pour préserver les portefeuilles, il fallait faire, finalement, des emprunts d'État. On n'était pas du tout dans le même environnement avec des banques centrales à la manœuvre. Là, on s'aperçoit à l'heure actuelle, puisque nous, on fait pas mal d'investissements dans les fonds, puisqu'on gère des fonds de fonds, qu'on peut être surpris parfois par des prises de position dans des obligations, notamment russes, qui pourraient être un peu surprenantes. Alors, on n'est pas au niveau de ce qui s'est passé en 2008 avec les subprimes, mais c'est vrai qu'on peut, on s'attend pas à ce que certains fonds aient des positions russes, même contraintes à 3 ou 5%. On ne s'attend pas à ça dans ce qu'on a dans les fonds. Alors, il se trouve que nous, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup, voire quasiment rien comme émergent. Ouais. On a déjà parlé ici, ni sur la dette, ni sur les actions, pour tout un tas de raisons. Mais c'est vrai que dans des fonds plus classiques, on peut être un peu surpris. Et donc, ce phénomène de contagion de toutes petites lignes qui, finalement, se transfère sur l'humeur des marchés haïs de investment grade, conjugué à un assèchement de la liquidité, fait que les havres de paix sont quand même... pas moins évident. Voilà, il y avait quelque chose de, c'est difficile à dire, mais il y avait quelque chose de plus simple à analyser et à gérer en mars 2020 avec la crise pandémique. Quand vous parlez de surposition des crises, on est vraiment là-dedans. Ah oui, c'est ça qui est fascinant. Et je vous épargne la crise climatique, la mère de toutes les crises, qui, elle, est toujours là et prend encore plus de retard en termes de gestion, puisque l'utilisation du charbon, je le rappelle, au niveau mondial, est au top, au maximum aujourd'hui. Vincent, vos commentaires sur la situation macro et puis les enjeux de marché à ce stade que vous percevez chez JP Morgan AM. Oui, alors bon, je souscris à pas mal d'éléments qui ont été évoqués par mes deux confrères. Je vais simplement essayer de prendre à certains égards un peu le contre-pied pour apporter un petit peu des éléments au débat. C'est vrai qu'on fait on essaie de trouver des points de comparaison. Crise du Covid 2008, est-ce que finalement le ralentissement qu'on sent évidemment, qui semble inéluctable au vu de ce qu'on traverse maintenant, sera de ce type. Moi, ce que j'entends souvent dans mes conversations avec nos clients, est-ce qu'on va revivre quelque chose comme les années 70 en termes d'expérience, un choc énergétique de cet ordre. Dès lors, c'est vrai que je suis pas mal intéressé à cette période 73, 74 et 119, notamment dans le cadre de la France. Le pétrole avait
budget entre 73 et 74 a été multiplié par 4 en l'espace d'un an. Donc c'est quand même davantage comme choc énergétique que ce à quoi on est confronté aujourd'hui. La France avait connu une récession importante, 4-5 trimestres consécutifs de récession à l'époque. Le CAC 40, et je remercie Euronext au passage qui nous a fourni ces données du CAC 40 jusqu'en 1965, avait perdu 30% en 1974. Donc pour mettre un petit peu des perspectives. Alors est-ce que potentiellement on pourrait revivre les années 70 maintenant sur finalement l'économie, sur les marchés et autres. C'est ce à quoi Bruno Le Maire nous a préparé. Oui, je pense il a fait lui-même le parallèle, il a été le premier politique d'importance à faire ce parallèle avec 73. À certains égards, c'est un risque, il faut le rappeler. On pourrait avoir, aujourd'hui, ce n'est pas tellement le prix d'énergie qui peut parfois être un souci, c'est simplement sa disponibilité. Si demain, on devait avoir une escalade du conflit militaire et donc de sanctions, demain, ce n'est pas de payer 200 € le mégawatt-heure de gaz, c'est de ne plus en avoir. Ça veut dire que des pays comme l'Allemagne, comme l'Italie, qui dépendent du gaz pour l'essentiel de fabrication d'électricité, surtout en Italie, devraient couper le courant dans des zones industrielles pour les ménages. On n'aurait que quelques heures de courant par an, par jour, ou une semaine sur deux dans les zones industrielles, et j'en passe. Donc évidemment, on serait dans un scénario type années 70. Alors, je voudrais quand même m'efforcer de voir le verre à moitié plein aussi, et rappeler aussi à tous ceux qui nous écoutent qu'il y a quand même aussi des raisons de penser que ça ne va pas nécessairement être aussi terrible, à tout le moins si on parvient, sur le point de vue du conflit, à fixer les choses. Notre économie est quand même nettement moins intensive en pétrole et en énergie fossile qu'elle ne l'était alors. Dans les années 70, le Français moyen a réduit son intensité en pétrole d'un tiers en l'espace de 10 ans. On n'avait pas d'énergie renouvelable à l'époque. On avait des bagnoles qui consommaient 3 fois plus. Moi, ma voiture, je ne vais pas citer la marque, mais enfin, fait 4,5 litres au 100. C'est pas une électrique. À l'époque, on était plutôt sur 10, 15, 20 litres. Donc, même chose pour nos bâtiments, ainsi de suite. Donc, en d'autres termes, c'était évidemment beaucoup plus problématique pour l'économie, évidemment, de devoir se passer de cette énergie ou devoir faire face à un choc aussi important. Rappelons aussi que les États-Unis étaient importateurs nets de pétrole dans les années 70. C'est devenu un des premiers exportateurs mondiaux. On a une meilleure diversification de nos fournisseurs énergétiques aujourd'hui, ou de mode mix énergétique, parce qu'on a le renouvelable et plus de fournisseurs. Donc ceci devrait peut-être aussi, imaginons le scénario un petit peu du pire en Europe, on essaie, et c'était l'objectif du plan annoncé la semaine dernière, Repower EU, c'est d'essayer vraiment de voir avec nos partenaires, en tout cas fournisseurs énergétiques, qui pourraient éventuellement compenser pour la perte éventuelle des approvisionnements de gaz russe, Algérie, Norvège, Qatar, États-Unis et autres. Mais enfin, c'est des questions qu'on peut avoir aujourd'hui. Par ailleurs, il y a un grand accent qui est mis en France notamment et autres sur la capacité. Évidemment, l'énergie qui coûte le moins cher, c'est celle qu'on n'utilise pas, mais c'est aussi d'avoir des plans d'investissement qui nous permettent évidemment de réduire notre consommation d'énergie. Ça pourrait évidemment compenser une large partie, en tout cas, de ces pertes. Et en tout cas, ce qui est intéressant, c'est un coût supplémentaire. Mais on n'a pas attendu d'être confronté à cette crise pour prendre ces mesures. Je voudrais rappeler aussi par rapport à nos perspectives de croissance. Et encore une fois, je prends volontairement le contre-pied de ce qui a été dit, auquel je souscris, et j'ai pas mal d'inquiétudes en ce moment-ci. N'oublions pas qu'on a cette année encore les effets du plan de relance européen qui avait été lancé pendant la période de Covid, Next Generation EU, que cette année, les déboursements de ce plan de relance sont équivalents à 1,5% du PIB, grosso modo, qui avait aussi une vocation à investir dans la transition énergétique. Donc, pour une fois, l'Europe, et pour moi, le problème de question par rapport au fort ralentissement conjoncturel, c'est surtout un problème européen. Je trouve personnellement que 35-40% aux États-Unis de probabilité de récession, c'est un petit peu élevé à ce stade-ci. Les États-Unis sont globalement, économiquement, mieux protégés par rapport à ceci que nous le sommes. Mais en Europe, il y a quand même déjà pas mal de bonnes dispositions qui nous permettraient, toutes choses étant égales par ailleurs, d'accuser le choc. Et alors, pour les investisseurs, évidemment, on a déjà évoqué pas mal de thèmes, et on va le faire dans le reste de l'émission, mais évidemment, la période d'incertitude va encore perdurer. Je pense que et par ailleurs s'accentue même sur les éléments même qui devraient protéger nos portefeuilles. On voit que les marchés obligataires, et ça c'est peut-être un peu la surprise pour l'instant, sont en grande difficulté. Donc il nous faut trouver des hedges en portefeuille. Quels sont-ils? On les trouve en Chine, la devise, des obligations chinoises notamment. On voit certaines thématiques quand même émerger. Enfin, je ne peux pas dire qu'il y a beaucoup de thèmes qu'on avait en début d'année qui se sont avérés en tout cas efficaces en termes de stratégie d'investissement au vu de ce qui vient de se passer. Il y en a un parmi ceux qui, en tout cas, fait ce qu'on attendait de lui. C'est notamment le thème de la transition énergétique. On y viendra pour l'instant. En tout cas, dans cet océan d'incertitude, il y a quand même une ligne de force. C'est que, quoi qu'il en soit, l'Europe, le monde, va devoir, au vu de ce qui se passe, accélérer cette transition énergétique. On peut avoir quand même quelques convictions fortes
c'est très C'est low l'une des conviction rares, je dois beaucoup, le mais il y a quelques reconnaître. convictions qui perdurent et qui se renforcent. Et dans même. un scénario récession, Peut-être, stagflation, nous verrons lequel l'emporte. L'Europe va investir massivement et le monde dans sa transition énergétique et ça se revoit déjà aujourd'hui dans les perspectives de nombre d'entreprises. Quelques questions un peu spécifiques. Là, vous évoquiez tout à l'heure la question des actifs russes dans les portefeuilles, Pierre. Bon. On a quand même l'idée que la Russie fera défaut à un moment sur certaines de ses obligations internationales. Elle veut déjà les rembourser en roubles plutôt qu'en dollars ou en euros. Il y a un test, je crois, ce mercredi avec une échéance paiement d'intérêt d'un peu plus d'une centaine de millions de dollars qui pourrait être remboursé en roubles. C'est un risque déjà pricé là, dans les actifs russes que vous regardez. Il y a un petit sujet systémique quand même qu'il ne faut pas négliger. Non, il n'y a pas de sujet systémique. Parce que c'est petit quand même, les actifs russes au regard des actifs financiers de la planète. C'est petit, mais là, on a tous été confrontés à quel prix on valorise des actifs russes alors que la bourse est fermée et que vous n'avez plus aucune cotation, que ce soit donc sur les actions, bien sûr, mais également sur les obligations. Alors, il s'avère que depuis le début du conflit, on a ce qu'on appelle des GDR ou des ADR qui sont cotés à l'international. Oui, qui montent l'ampleur. Voilà, qui montent l'ampleur. Et donc, nous, on a pris la décision... quand on était concerné, mais très peu concerné, d'appliquer ces cours. Mais c'est vrai que c'est plutôt valorisé à des prix complètement cassés. Mais il y a un sujet, le jour où la bourse russe rouvre, alors ce ne sera pas cette semaine, on verra, la suivante ou celle d'après, j'en sais rien, mais le jour où ça recote, il y a un risque systémique là pour la planète finance. Alors je ne pense pas, parce que je pense que tout le monde a pris en considération l'effondrement des cours dans les valorisations. Mais dont je parlais d'une portion très contrainte, mais très contrainte dans certains fonds, mais c'est quand même assez surprenant d'avoir des actifs russes pour des questions de rendement qui sont encore présents. Sur l'idée d'un défaut russe, c'est un sujet de marché, ça fera la une évidemment, ce sera un symbole fort de voir un État souverain passer aussi vite d'un État de signature souveraine apprécié par les investisseurs. Je rappelle que c'était quand même le cas il y a encore 3 semaines. La Russie était un État souverain aux excédents multiples grâce à la rente pétrolière, basculé en quelques semaines au défaut, donc ce sera un symbole fort, mais sur le plan des marchés financiers, est-ce qu'il y a un enjeu réel derrière ça, Christophe ? Ma conviction, c'est qu'il y a déjà énormément de choses pricées. Il y a beaucoup de banques dépositaires qui valorisaient à zéro complètement, qui ont déclenché les appels de marge, etc. Donc je suis pas certain qu'il y ait des grosses répercussions en Europe, du moins, ou aux États-Unis. Par contre, il faudrait quand même regarder ce qui se passe chez eux le jour où ça ouvre. Et après, la question du cours, etc. Mais sur les acteurs internationaux, mon sentiment, c'est que c'est déjà bien pris en compte, voire peut-être même au-delà, parce qu'en valorisation, comme l'a dit Pierre, en valorisant au cours des ADR, certains cours, c'est moins 99. Bien sûr. Et on a du mal à se dire que sur la bourse russe, ce sera ces niveaux-là. Oui, d'accord. Mais c'est plus pour les acteurs locaux russes du système financier russe qui a un peu d'inquiétude à avoir peut-être. C'est là, moi, j'en aurais pour le coup. Après, sans maîtriser dans le détail la zone, mais après, sur les gros investisseurs, déjà, la part, comme l'a dit Pierre, est quand même relativement restreinte. Et les précautions de valorisation sont plutôt extrêmes. Bon. Allons sur le sujet des banques centrales avec la Fed, qui sera le gros morceau cette semaine, qui va enclencher sa première hausse de taux, sans doute 25 points de base annoncés dès ce mercredi, Christophe, et ensuite Ça, c'est quel va être le message, selon vous, qui va accompagner cette première hausse de taux, et jusqu'où la Fed peut s'engager dans un moment où l'incertitude est quand même un peu plus élevée qu'elle ne l'était encore en début d'année. Ouais. Alors, la dernière fois que je suis venu ici, j'avais dit, sur 2022, ce qui va compter avec la Fed, c'est uniquement la politique et Biden, et tout le reste, en fait, ça ne comptera pas, parce que la Banque centrale n'est plus indépendante de loin, et surtout pas une année où il y a des élections de mi-mandat. Donc, la situation, elle est très claire. La principale préoccupation des ménages, c'est l'inflation. Plus les prix de l'essence, plus les prix de l'alimentation montent, plus dans les sondages, il a tendance à chuter. Et là, il est bien en deçà de là où était Trump au même moment. Donc le leitmotiv, c'est il y a trop d'inflation. Et donc, si on regarde la communication de Joe Biden, de toute son administration, déjà, c'est relever les taux, c'est super, c'est bien. Donc, très concrètement, premier relèvement de taux, 25 BP. Powell a déjà préparé le terrain, pas de souci. Dès qu'il y aura une fenêtre de tir pour faire 50 BP,
ils vont y aller. Parce que l'objectif, ce sera... Alors, on peut être pour, contre le raisonnement, mais l'objectif, ce sera de faire baisser l'inflation le plus vite possible avant les élections de mi-mandat. D'accord. Sauf que 50 points de base, même cet été, c'est pas ça qui fera baisser l'inflation. Si l'inflation doit baisser en novembre, elle baissera pour d'autres raisons. Avant tout. La problématique d'inflation, c'est beaucoup plus long terme. C'est une problématique de loyer et de politique de logement qui n'a jamais été menée et qui est, à mon avis, un des socles de l'inflation aujourd'hui. Il y a une problématique aussi d'immigration, parce que si on regarde comparativement à la trajectoire, on sait que sur cette année, il y aura 1 million de visas de travail en moins par rapport à ce qu'il y aurait dû avoir. Donc ça pèse aussi. Plus, il y a aussi une logique de comment vont se comporter les ménages les plus pauvres aujourd'hui. Et dans un contexte de restriction de Covid, et ça, c'est des jobs où les gens demandent des hausses de salaire de 5, de 6, de 7, de 8%, et où les salaires ont tendance à progresser beaucoup plus que sur la moyenne. Et ça, alors, relever les taux, bien sûr que ça peut marcher, puisqu'au bout d'un moment, on va cracher l'économie. Oui. Mais tout ça aurait dû être traité bien en amont, et le diagnostic qui avait été fait mi-2020, qui était, je le rappelle quand même, l'inflation va s'écrouler aux États-Unis. On nous a répété en boucle pour passer à c'est transitoire, pour passer à on ne sait plus trop. Le boulot aurait dû être fait là. Maintenant, l'objectif pour eux, c'est l'inflation. Ils veulent le traiter de cette manière. Potentiellement, ils vont attaquer le bilan également. Rapidement, ouais. Ils vont peut-être vendre des actifs d'ici la fin de l'année parce que c'est une priorité et parce que leur logique, qui n'a jamais changé, est celle-là. Donc le put, là, est suspendu, mis entre parenthèses pour quelques temps. Le put fait qu'on aura 25 BP en mars et pas 50. Si on a une amélioration de la situation sur le front ukrainien, on aura 50 BP. Ouais, très clair. Bon, Vincent, quelle est la vue JP Morgan là, sur la Fed? Pas ce qu'elle doit faire, ce qu'elle va faire. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Oui, en tout cas, les marchés ont déjà, comme beaucoup de choses, revu sensiblement leurs anticipations. On était presque à 7,8 de taux d'attendu, en tout cas début février. On n'en est plus qu'à 4,5, 5. Donc on verra. En effet, je crois que le 25 points base de cette semaine est acté. On verra sur la suite. Je souscris assez bien à l'idée que se recréer un petit peu un buffer, c'est quelque chose qui est souhaitable du point de vue de la Fed. La Fed est aussi dans une situation particulière pour laquelle je ne ferai pas une extension de cette situation à l'Europe, par exemple, où objectivement, on n'a pas ce problème de moins, en tout cas, loyer immobilier, salaire, et puis toute chose étant le cas par ailleurs avec les flux de migration que nous allons avoir, ça va pas être le sujet. Mais c'est vrai qu'aux États-Unis, il y a cette réalité qui doit être traitée. Et je pense qu'en effet, s'il n'y avait pas eu la crise ukrainienne, on aurait eu en effet beaucoup plus rapidement peut-être des 50 points base par meeting. Donc peu à ajouter à ce qui vient d'être développé dans l'environnement banque centrale. Je pense que, et vous l'aviez cité en guise d'introduction, c'est évidemment la PBOC aussi, qui est peut-être celle banque centrale chinoise. Viendra peut-être le salut pour les marchés et pour l'économie mondiale, au contraire de ce qu'on peut voir en Europe et aux États-Unis. L'inflation est ressortie à 0,9 en Chine là, dernièrement sur l'inflation et prix à consommation. Donc voilà. Il y a toujours une perte en ligne entre la production et la consommation en Chine qui est énorme. Le chiffre d'inflation en consommation, prix à la consommation en Chine n'a jamais été un problème. Voilà. Donc ici, on reste toujours dans un contexte où, l'objectif est plutôt, c'est pas tellement de contenir l'inflation, c'est de relancer la croissance. Et ça, c'est plutôt de bon augure pour l'économie mondiale dans ce contexte où on s'interroge de la direction. Certainement que les Chinois ont été ambitieux par ailleurs par rapport à leurs perspectives de croissance. On le notait avant de rentrer en plateau, 5,5, c'est ambitieux. Nous n'avions pas des chiffres de croissance aussi ambitieux en début d'année pour la Chine, avant la crise en Ukraine. On était plutôt sur des 4, 4,5, donc c'est quand même un bon pourcent au-dessus de ce à quoi on s'attendait. Ça veut dire qu'il faudra relâcher la bride monétaire et la bride budgétaire en même temps. Mais donc, je pense que la PBOC donc, est attendue au tournant, donc on verra un petit peu. Il y a par ailleurs, les crises se juxtaposent comme vous le signaliez, donc c'est la Russie, mais c'est également Omicron qui refait son apparition évidemment, ou le Covid de manière générale en Chine. Donc il va falloir mettre les bouchées doubles pour relancer l'économie. Et donc une PBOC qui devrait être, à mon avis, un peu plus agressive dans son positionnement. Et donc l'investissement en Chine, à définir, Vincent, ça reste pour vous quelque chose d'intéressant à travers cette année 2022. Malgré la crise géopolitique, on voit bien qu'en arrière-plan de la crise russe, il y a quand même le dossier US-China qui est toujours très présent. Malgré l'effondrement continu du secteur immobilier, on pensait que ça s'était calmé, mais non, c'est reparti de plus belle, etc., etc.
Oui, ça reste un sujet, mais on ne faut pas se tromper de support. Je pense on voit d'ailleurs que les actions chinoises ont plutôt des difficultés pour l'instant. On voit que les difficultés dans le secteur immobilier persistent. Là étant, finalement, on a un peu parlé des Jeux Olympiques avec toute cette situation, mais bon, la Chine aux Jeux Olympiques est dans le sillage, a encore rappelé que son ambition était d'ouvrir son économie, d'ouvrir ses marchés. Vous saviez que moi je suis assez intéressé toujours par cette ouverture de marché de capitaux chinois, mais les Jeux Olympiques avaient été une tribune pour la promotion notamment du renminbi électronique, du e-yuan, qui avait été, les athlètes français présents à Pékin avaient notamment pu l'utiliser. C'est quand même une innovation majeure. Je trouve que c'est également, dans ce contexte où on a eu parfois l'an passé l'impression que la Chine se refermait sur elle-même, un gage aussi de confiance qu'elle donne aux investisseurs étrangers d'ouverture de ces marchés. Maintenant, il est certain que ce qu'on voit, c'est que le risque n'est pas plébiscité par les investisseurs aujourd'hui. On cherche des safe havens. Et qu'est-ce qu'on voit, c'est que, pour différentes raisons, d'ailleurs géopolitiques, le renminbi reste assez bien soutenu. C'est ce que vous disiez tout à l'heure. Si on a une banque centrale chinoise qui va plutôt baisser les taux, par extension, ça pourrait être bénéfique pour le marché obligataire souverain chinois. Donc c'est vrai qu'à l'heure où nous, investisseurs, asset allocate, on est parfois un peu démunis quant aux thématiques à prendre en portefeuille pour l'instant, il y a à mon avis des thématiques chinoises, comme la devise, comme les obligations souveraines, qui aujourd'hui méritent d'être intégrées en portefeuille. Bon. Et oui, ça n'a pas changé. Dans un monde qui change, ça reste pour vous quelque chose, et ça n'a pas changé, point d'ancrage. Ça fait partie des rares actifs décorrélants. On a plus de difficultés aujourd'hui sur des thématiques comme la duration américaine, quand on avait pu penser à un moment qu'elle redevenait en effet attractive. Bon, maintenant à 2,10, on recommence à retrouver des niveaux qui sont potentiellement un petit peu attractifs pour en reprendre en portefeuille. Donc il y a quand même des opportunités ailleurs. Je serai encore plus prudent sur les obligations gouvernementales européennes, où là il y a probablement encore plus de chemin à faire avant qu'on ait un niveau plus proche de fair value. Pierre, vos commentaires, alors on parlait de la Fed, effectivement, si ça appelle un commentaire de votre part, avec plaisir. Et puis revenons un peu sur les sujets d'investissement, la stratégie, le niveau d'exposition au risque, et comment on balance un peu les portefeuilles aujourd'hui ou les grandes allocations. Est-ce qu'il faut être très cash déjà, c'est quand même la première question, encore, ou est-ce qu'on est déjà dans des marchés, entre guillemets, d'opportunités? Alors, sur la Fed, non, je n'ai pas grand-chose à dire. Donc 25 points de base, vous êtes d'accord avec ça? Oui. Alors après, moi, je me demande comment le marché va le prendre. Voilà. Je pense que le discours va être quand même assez clé, parce qu'on a vu que l'élastique est très tendu sur les taux. Il y a beaucoup de nervosité. Ça repart vite à la hausse, les taux. Oui, justement. Non, mais justement, ça repart très vite, justement, et en fait, je pense que c'est pas vraiment le niveau des taux que le niveau de la courbe, comme l'avait évoqué Christophe. Et la courbe est quand même très plate. Donc ça, c'est pas un super signal. D'ailleurs, on a vu les banques américaines avant la crise russe, c'était déjà pas brillant. Depuis la crise russe, c'est vraiment... Parcours boursier, vous voulez dire? Boursier, ouais. C'est-à-dire que... Qu'est-ce qu'elle y peut, ça, la Fed? La Fed, elle peut... Dans quelle mesure ça peut l'influencer? C'est-à-dire que si la courbe commence à s'inverser, et ça, c'est vraiment très mauvais, ça, on est tous d'accord. Et c'est vrai que c'est un 2 ans qui remonte vraiment très fortement, un 10 ans et un 30 ans qui commence à être pas sur les mêmes niveaux, mais presque. Il y a 30, quand je suis parti du bureau, il y avait 35 points de base entre les deux, quoi. Donc si on commence à avoir une inversion du 10-30, c'est quand même un assez mauvais signal. Donc la Fed, qui a pour le coup 2 mandats, entre l'inflation et la croissance, pourrait s'interroger sur au moins son discours. Voilà. Donc j'attends avec impatience cette réunion de politique monétaire, et je ne sais pas très bien comment les marchés vont le prendre. Après, sur les portefeuilles, on a vu qu'on a un processus de marché à saut. Donc c'est très difficile d'être absent des marchés actions, puisque si vous coupez, généralement, vous coupez toujours au pire moment, bien sûr, et on a vu des rebonds spectaculaires. La séance de mercredi dernier nous le rappelle. Voilà, donc et même encore là, encore franchement, vendredi soir, clôture de Wall Street, on pouvait craindre quand même l'ouverture d'aujourd'hui. Finalement, on est sur une séance de hausse. Donc nous, on a privilégié finalement des stratégies optionnelles, parce que c'est très difficile de positionner les portefeuilles. C'est très difficile d'être short sur les marchés actions, surtout à ces niveaux où en fait on est quand même très loin des plus hauts. Donc on essaye de positionner en fait les portefeuilles de manière assez conquérante, mais via option. Donc et surtout que vous avez une grosse différence entre on va dire la vol des puts et la vol des calls. Donc vous avez une certaine asymétrie que vous pouvez jouer par les produits dérivés. Mais c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup d'idées. Moi, sur ce thème de l'inflation, j'ai essayé de positionner des métaux précieux en termes d'essayer d'équilibrer les portefeuilles. Mais
très difficile d'être short action pour tout un tas de raisons. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses de pricing dans les marchés et que ça peut repartir. On a bien vu, dès qu'il y a des espoirs de cesser le feu, le marché finalement reprend, ça marche en avant. Donc pas vraiment beaucoup de nervosité qu'il faut essayer de mettre à profit. Une excellente analyse de Market Security signalait ce matin qu'il y avait, alors en termes de valorisation, si on prend le PE Forward US versus Stock 600 Europe, on est revenu sur des écarts quasi historiques. 30% d'écart de valorisation entre le marché américain, valorisation la plus riche aujourd'hui par rapport à la valorisation du marché européen. Cette situation nous dit quoi? Est-ce qu'elle nous dit qu'il y a un gros potentiel de rebond sur les actions européennes ou est-ce qu'elle nous dit qu'il y a un gros risque sur le marché américain qui est encore trop bien valorisé? Eh bien, malheureusement, je pense qu'on n'a pas la réponse. Ouais. Moi, je ne l'ai pas. Je pense que la crise, en fait, cette crise européenne fait qu'effectivement, vous avez phénomène de solde sur pas mal de marchés européens. Et c'est vrai qu'on a du mal à voir si cette crise peut faire tache d'huile. On sait qu'on va avoir une crise de réfugiés, on sait qu'on va avoir une crise alimentaire. Tout dépend de notre capacité, alors là c'est vraiment dans les mains des politiques, à gérer ça correctement et à faire en sorte d'adoucir en fait, l'effet du choc qui va arriver. Donc, avec les États-Unis, quand on regarde géographiquement, les États-Unis paraissent quand même plus immunisés. Mais en même temps, on a cette confrontation États-Unis-Chine qui fait que toutes les actions chinoises partent au tapis en ce moment. Sur la Chine, justement, Christophe, peut-être pour finir avec vous, 5,5% de croissance, c'est l'objectif officiel que s'est fixé donc Xi Jinping pour son année de réélection, on le rappelle. Pourquoi est-ce que c'est un pari ambitieux qui n'a rien d'être, dont on n'est pas certain qu'il soit gagné avec succès par Pékin cette année? Alors, avant même ce qu'on pouvait avoir sur le conflit en Ukraine, sur la dernière vague de Covid, comme on a déjà rappelé, 5,5, ça semblait assez ambitieux d'une part. Mais le fait d'avoir donc, ces nouveaux pics de Covid et surtout la politique de zéro Covid qui conduit à des restrictions soit partielles, soit totales, là on sait qu'à peu près 50% du territoire est touché aujourd'hui. Donc ce qui est considérable. Si on regarde des données à haute fréquence, on peut voir que le trafic aérien est 50% en deçà des mêmes niveaux de 2021. Il y avait une société Yum Brands qui disait sur les 2 premières semaines de mars, sur la restauration, on est 20% en deçà des niveaux de 2021. Ouais. Donc là, déjà, sur cette partie-là, on a un choc extrêmement important qui était non prévu, puisque 2021, la Chine a quand même bien maîtrisé le Covid de bout en bout. Autre choc important, l'immobilier. Tout le monde focalisé sur l'immobilier en août dernier. On l'a mis un petit peu de côté et là, on est dans une situation encore plus complexe. C'est-à-dire que si on regarde les volumes de vente en février, c'était, si on prend l'indice les 100 plus grosses villes, c'était moins 47% par rapport à l'année précédente. On était sur, alors qu'on prenne la mesure de Bloomberg ou Reuters, mais grosso modo 5 mois consécutifs de baisse de prix. Si on regarde les promoteurs immobiliers, où ils en sont aujourd'hui, donc les promoteurs privés sont vraiment au tapis. Et là, on voit que les promoteurs qui ont un capital avec l'État à l'intérieur commencent à chuter. Donc ça s'est généralisé. Or, le Covid, donc la nouvelle vague de restrictions, arrive à ce moment-là. Ouais. Donc on sait très bien que les ventes ne vont pas repartir en mars. Donc ça rajoute un peu d'huile sur le feu. Puis le conflit ukrainien qui joue un petit peu via le canal de l'énergie parce qu'ils importent pas mal de pétrole d'une part, que ça va affecter en partie les ménages. Et il y a aussi cette incapacité pour les petites et moyennes entreprises qui souffraient déjà à répercuter ces hausses de prix. Elles ont un pricing power qui est limité. Donc on peut réellement se poser la question du 5,5. Ouais. Et votre conviction derrière ce chiffre, s'ils prennent ce pari, c'est qu'ils se sentent en capacité de le tenir et qu'il y a un plan donc pour le tenir? Ou est-ce que pour cette fois, c'est un pari très audacieux qui risque de déborder les officiels chinois en année de réélection? Alors, rapidement, Christophe, en temps normal, j'aurais dit c'est pas très grave s'il le rate, sauf que là, c'est effectivement l'année de la réélection que je trouve, moi, pour le coup, les Jeux Olympiques,
il y a des aspects positifs, mais aussi beaucoup d'aspects négatifs. Je connais très peu de gens qui ont vu une image des Jeux Olympiques cette année autour de moi. Il y a la question du marché qui baisse quasiment de 15%. Il y a la question de la gestion du Covid où on sent qu'il y a un craquement au niveau régional. Donc ça commence à faire beaucoup de choses. Donc le 5,5, je pense que c'est une conviction parce qu'ils vont déployer des moyens monétaires, comme on l'a dit, fiscaux d'autre part. Et je pense qu'il y a un pari sur le fait que le conflit en Ukraine s'arrête à la fin du mois. Merci beaucoup, messieurs. Merci d'avoir participé à cette discussion de marché, de nous avoir éclairé avec vos analyses du moment. Christophe Varro était avec nous, chef économiste et stratégiste de Market Securities. Vincent Juvin, stratégiste chez JP Morgan Asset Management. Et Pierre Bismuth, directeur général et directeur des gestions de Myria Asset Management. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est un thème industriel autour de la consolidation du marché des ETF. Et on va revenir pour ces quelques 10 minutes sur la consolidation importante qui a été emmenée par Amundi et la finalisation de l'acquisition de Lyxor qui s'est faite en ce début d'année 2022. Arnaud Linas est à mes côtés pour évoquer ce sujet, responsable des ETF, de la gestion indicielle et du Smart Beta d'Amundi aujourd'hui. Arnaud, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Grégoire. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes d'une certaine manière l'emblème physique de cette fusion, de ce rapprochement entre la gestion passive d'Amundi et celle de Lyxor, anciennement Société Générale. Vous êtes un Lyxor, je le dis Arnaud, tout ça est évidemment parfaitement public. La première question, puisque l'acquisition Amundi Lyxor a été finalisée en début d'année, et c'est vrai que c'est toujours la question qu'on a en tête quand on parle de M&A. Est-ce que dans ce domaine-là, de la gestion passive, de l'industrie de la gestion passive, est-ce que 1 + 1 font 2, voire plus que 2 peut-être, Arnaud? Tout à fait Grégoire, on pense que dans ce cas précis, 1 + 1 fait largement plus que 2 et je vais essayer de vous donner quelques éléments de lecture. Effectivement, dans cette opération, on a réuni Lyxor sur les ETF, la gestion indicielle, et Amundi également sur ce métier de gestion passive. Et on a réuni en fait deux acteurs qui avaient un positionnement respectif de numéro 3 en Europe pour Lyxor, numéro 5 pour Amundi. Et cette combinaison nous propulse à la position de numéro 2 au niveau européen, derrière un acteur américain, ce qui nous propulse donc directement comme étant le leader européen de ce métier en forte croissance, qui est le métier des ETF et de la gestion indicielle au sens large. Donc, dès aujourd'hui, nous sommes un leader européen de la gestion indicielle, en particulier sur les fonds indiciels cotés, les ETF. Et je crois, et nous pensons collectivement, que nous avons une belle carte à jouer au sein du groupe Amundi, car ce groupe dispose d'atouts majeurs pour continuer à croître. Ces atouts sont au nombre de 3. Tout d'abord, la pénétration client. Amundi est un groupe international présent dans plus de 35 pays. Et qui nous donne accès finalement tout de suite à un réseau que nous n'avions jamais eu par le passé, en tout cas pour les anciens Lyxor, avec des axes clientèle très forts, comme par exemple la clientèle institutionnelle, que nous allons couvrir de façon beaucoup plus systématique que par le passé, pour un apport, j'ai envie de dire, net de la force du groupe Amundi, mais également sur la clientèle de particuliers, le retail, qu'il soit en direct ou intermédié par des banques traditionnelles, mais aussi des banques, des néobanques ou des brokers en ligne, où là, nous allons continuer à leverager sur l'ADN et la culture de Lyxor. Donc, premier élément, un accès clientèle beaucoup plus large. Deuxième élément important, c'est la gamme. Nos deux gammes réunies, c'est plus de 300 produits. On couvre absolument toutes les classes d'actifs, tous les secteurs, les actions bien sûr, les matières premières, l'obligataire. Des investissements nouveaux pour Lyxor comme l'or, qui est disponible dans la gamme Amundi et qui est bien utile en ce moment. C'est dans le contexte actuel, dans le contexte actuel, des actifs qu'on regarde. Tout à fait. Donc une gamme extrêmement large, une des plus belles gammes du marché. Quand vous dites 300, c'est la gamme une fois qu'elle est rationalisée, Arnaud? Non, alors c'est la gamme aujourd'hui. C'est la gamme aujourd'hui. Et nous n'allons pas rationaliser de façon majeure. Ce que nous allons faire notamment, c'est utiliser cette richesse de gamme pour proposer des versions ESG d'un certain nombre d'indices. Le premier exemple, l'exemple phare de la gamme, c'est le CAC,
effectivement, l'Ixor, premier ETF sur la bourse de Paris en 2001, le l'Ixor CAC 40. Amundi dispose également d'un ETF sur le CAC 40. Et nous allons transformer l'ETF Amundi dans sa version ESG afin de pouvoir capter l'intérêt et la vague d'investissement sur l'ESG. Donc, je ne parlerai pas de rationalisation, je parlerai d'évolution. Et nous allons profiter justement de cette profondeur de gamme pour faire évoluer la gamme vers les secteurs qui nous intéressent, en particulier l'ESG et l'investissement climatique. Est-ce qu'il y a l'idée un jour, je vous interromps sur ce point-là, mais entre l'ETF CAC classique et l'ETF CAC ESG, est-ce qu'il y a un pari sur l'idée qu'un jour, il n'en restera qu'un et que ce serait plutôt la version ESG, ou est-ce que ce sont deux produits complémentaires ? Aujourd'hui, ce sont deux produits complémentaires. Demain, nous croyons effectivement qu'il y aura des convergences et que l'investissement ESG deviendra une formalité, une espèce de normalité de marché. On n'en est pas là aujourd'hui. Donc, effectivement, on a certains clients qui sont toujours attachés à l'indice de marché. L'indice de marché pur, c'est l'indice pondéré par les capitalisations des entreprises. Et des clients qui sont intéressés pour transitionner leur portefeuille vers des versions ESG, voire des versions climatiques, qui est un sujet donc aligné sur les enjeux, sur les objectifs de Paris, c'est ça notamment. Tout à fait, avec des indices qui sont construits pour être net zéro à horizon 2050, selon les accords de Paris de 2015. Donc, il y a de la demande aujourd'hui pour les deux types d'indices. L'indice de marché reste une référence, mais nous pensons effectivement qu'à terme, une très grande partie de nos investissements seront dans les ETF, dans les indices ESG. Donc je reprends, accès au marché, accès à une clientèle instit, retail, etc. La gamme, et puis il y avait un troisième point. Et le troisième point, c'est l'outil industriel. Effectivement, nous rentrons dans un groupe qui gère plus de 2000 milliards d'encours, ce qui nécessite une infrastructure très, très solide et des outils de gestion, je dirais au plus perfectionnés. Et nous allons bénéficier de cela très vite avec une plateforme, la plateforme dite Alto, qui est d'ailleurs une plateforme qui est commercialisée par le groupe Amundi pour d'autres sociétés de gestion. Et ça va nous permettre d'avoir une plateforme très robuste. On parle des ETF, mais on parle aussi de la gestion indicielle traditionnelle pour les grands institutionnels et également le smart beta. Et si on réunit toutes ces expertises, on obtient un encours sous gestion de plus de 300 milliards aujourd'hui. Est-ce que vous avez déjà la confirmation, après quelques semaines, quelques mois de finalisation et de mise en commun des ressources, que 1 + 1 font plus que 2 ? Quand on regarde la collecte Amundi plus l'Ixor, est-ce que ça vaut plus que la collecte que faisait Amundi seul, rajoutée à la collecte que l'Ixor faisait seul auparavant ? Alors écoutez, en statistique, on dirait que ce n'est pas encore représentatif, mais tout de même, effectivement, l'Ixor 8% de part de marché, Amundi 6%, on avait 14% de part de marché au 1er janvier. Et depuis le 1er janvier, sur l'ensemble des nouveaux flux qui sont rentrés dans l'industrie, nous avons capté 25%. Donc nous avons capté 10 points de plus que notre part de marché, grâce à la profondeur de gamme. Donc on peut espérer que ça continue et donc qu'on soit capable évidemment de progresser en part de marché. J'ai deux questions, parce que pour finir, bon, évidemment, vous n'avez pas prononcé le nom de votre concurrent, qui est aussi, comment dire, je sais pas, c'est un lièvre qu'on court sur le marché des ETF, l'américain BlackRock, évidemment, donc la gamme s'appelle iShares chez BlackRock. Quelle est l'alternative que vous proposez ? Enfin, quelle est la proposition de valeur alternative qu'Amundi l'Ixor, Amundi, propose aujourd'hui à ses clients institutionnels, retail, par rapport aux produits de la concurrence et du concurrent emblématique qui est hégémonique, on va le dire, 10 trillions, je crois, de dollars d'assets under management aujourd'hui pour le géant BlackRock. Alors, moi, je crois que nous avons des spécificités tout à fait particulières et intéressantes, notamment dans le contexte de marché. Premièrement, l'ESG, on en a parlé, c'est une stratégie qui est au cœur d'Amundi, qui se déploie dans tous les métiers. Et c'est quelque chose de très puissant qui nous guide dans le développement produit au quotidien. Aujourd'hui, nous avons 20% de part de marché sur les ETF ESG, à peu près 20% de notre gamme, et nous comptons doubler en termes de nombre de produits, pour passer à 40% d'ici 2025. Donc c'est une ambition et une détermination qui est quotidienne et qui me semble très ancrée, on va dire, dans le paysage européen, dans la volonté européenne d'être leader
d'un point de vue réglementaire, d'un point de vue pratique de gestion dans ce domaine-là. Donc là, je pense qu'on a quelque chose à exprimer, aussi dans l'engagement du gérant Amundi, que ce soit en termes de voting, dans le cadre des assemblées générales, du fait de pousser les émetteurs à avoir notamment des mesures climatiques. Je pense que la voix d'Amundi est singulière, est particulière, et particulièrement intense dans ces domaines-là. Ensuite, en termes de technicité et d'innovation, j'ai envie de croire, je le crois profondément, que l'Ixor vient apporter aussi sa touche. C'est ce qui nous avait caractérisé au cours des 20 dernières années, d'être capable d'être un petit peu plus innovant, un petit peu plus rapide dans le cycle produit pour pouvoir proposer des choses peut-être un petit peu plus en avance de phase que certains de nos concurrents. En tout cas, on va essayer de maintenir cette caractéristique qui a fait le succès de l'Ixor par le passé. D'être pionnier, précurseur dans certains domaines aujourd'hui. Est-ce que cette industrie, à travers l'opération de consolidation majeure, encore une fois, je le rappelle, Amundi Lyxor, est-ce qu'on reste sur une industrie très déflationniste? Est-ce qu'on est encore dans une course au prix? Ou en tout cas, est-ce que l'avantage principal d'un ETF, ça reste son très faible coût, ses très faibles frais de commission? Ou est-ce que, avec le temps, face aux nouveaux enjeux, on a parlé de ESG, on n'aura pas le temps d'évoquer le smart beta et autres, mais il y a quand même un peu plus de sophistication aujourd'hui, au-delà des produits très simples que cette industrie ETF a généré à ses débuts. Est-ce que là, on retrouve un peu de pricing power? Où est-ce qu'on en est de cette situation? Effectivement, le prix reste l'avantage majeur. D'accord. Et le restera. Et il faut que ça le reste. Il faut que ça le reste. Ça fait partie vraiment de la proposition de valeur. Le prix et la liquidité en bourse, qui sont pour moi les deux pendants. Sur les grands indices, les indices vraiment vanille, de marché, la pression concurrentielle, elle va continuer à augmenter. Et puis surtout, plus nous grossissons, plus nous sommes capables de finalement retransmettre dans le prix de nos produits nos économies d'échelle. Bien sûr. Nous avons des coûts fixes. Évidemment, si les encours sont plus importants, nous sommes capables de baisser nos charges variables. Donc c'est une tendance de fond qui va continuer. On est à peu près aujourd'hui sur les ETF en Europe autour de 24 points de base en moyenne. Et depuis 10 ans, on perd à peu près 1 point de base par an, un petit point de base par an. Cependant, on observe effectivement l'année dernière que ça s'est tassé. C'est-à-dire que ce point de base que nous perdions depuis 10 ans, on le perd pas. Oui, c'est ça, d'accord. On a perdu un peu moins. Voilà, on ne le perd pas l'année dernière. Et effectivement, on l'explique par effectivement l'explosion de l'innovation. Il y a chez les grands acteurs, mais aussi beaucoup de nouveaux acteurs qui viennent sur ce marché tous les ans. L'investissement thématique, les ETF de gestion active, le fixed income un petit peu plus de niche, etc. Donc, on a un flux d'innovation qui fait qu'aujourd'hui, ça se compense. J'ai envie de dire, on est un petit peu arrivé au bottom sur les grands indices. On a maintenant, aujourd'hui, vous trouvez la majeure partie des grands indices pour moins de 20 points de base, parfois moins de 15 points de base. Donc voilà, on est dans un environnement stable en prix. Et pourvu que ça dure. Industrie qui apporte de l'innovation, industrie incontournable dans l'industrie de l'investissement en général, l'industrie de la gestion passive. Enfin, même le terme passif est de moins en moins adapté. Vous avez dit qu'il y a des ETF de gestion active aujourd'hui, il y a du smart beta, il y a de plus en plus de sophistication aussi derrière, en plus des produits simples qu'apportent les trackers. Merci beaucoup Arnaud. Merci d'être venu parler de cette consolidation et donc du nouvel Amundi, ce que j'ai appelé le nouvel Amundi avec le rapprochement de la gestion passive d'Amundi et de celle de Lyxor qui a été finalisé en début d'année. Arnaud Linas, responsable des ETF, indiciels et smart beta d'Amundi, était avec nous en plateau dans ce quart d'heure thématique. Ainsi se termine cette émission ce soir et nous nous retrouvons demain à 12h30 en direct sur Bismart.